et qui est donc membre de l'Académie des sciences de New York, qui va nous parler ce soir, donc l'importance de l'intestin dans votre santé. Merci. Voilà, donc je devais faire cette conférence en avril et j'étais victime d'un accident vasculaire cérébral très grave. Je suis sorti de l'hôpital dès que les examens ont été faits au bout de 4 jours. C'est pour ça que j'ai survécu. C'est risqué de rester à l'hôpital. Et contre la vie, au vu de la lésion, contre l'avis de tous les médecins, vous voyez aujourd'hui, je suis debout, je suis ici. De toute façon, 16 jours après, j'étais déjà debout. Parce que, au moins, comme j'ai une formation au départ de neurologue, je savais ce qu'il fallait faire. Seulement, on se trouve aujourd'hui avec des apprentis sorciers qui ne sont pas capables de faire un examen clinique et qui ne savent rien faire s'ils n'ont pas une IRM ou un scanner. Voilà. Et ils n'écoutent pas ce que vous leur racontez. J'écoutais tout à l'heure en venant quelque chose de très intéressant, le philosophe Michel Onfray qui a fait un accident vasculaire cérébral. Il a vu 5 médecins et c'est au bout d'une semaine qu'il a réussi à avoir une IRM. On a trouvé ce qu'il avait. Personne n'avait fait le diagnostic. Il en a gardé des séquelles sur le plan visuel. Je vous conseille d'aller voir un petit peu parce que ça fait froid dans le dos. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a droit à des techniciens, on n'a pas droit, on n'a plus beau droit à des médecins. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques-uns des plus grands cliniciens de la faculté de Montpellier qui m'ont formé. Et j'ai 30 ans après ma thèse, je suis monté à Paris voir mon patron pour le remercier de la formation que j'avais eue parce qu'au moins, je suis capable de faire quelque chose et de faire mon boulot sans avoir toute une ribambelle d'examens parce qu'on regarde les examens, on oublie de regarder le malade. Hélas. Alors, j'ai réussi à me mettre debout grâce à un protocole nutritionnel, l'utilisation d'un magnétolaser russe qui est celui qui sert à soigner les cosmonautes dans la capsule, dans la station spatiale, que j'ai déjà depuis plus de 20 ans. Je sais ce qu'il faut faire. Et je suis là pour vous expliquer ce que j'aurais dû faire au mois d'avril, mais bon, ça n'était que partie remise, je voulais être là, je vous remercie d'être venu. Donc je vais rester quand même assis parce que ça me fatigue au bout d'un petit moment de rester debout, mais bon, voilà. Alors, il faut toujours un début à l'histoire. Et le début à l'histoire, ça s'est passé en 1988. Je suis tombé dans la soupe en 88. Donc j'avais à l'époque déjà une formation d'acupuncteur, d'homéopathe, de phytothérapeute, d'ostéopathe et d'auriculothérapeute. J'étais le patron du service d'auriculothérapie à la faculté de médecine de Paris-Nord. Je travaillais sur la douleur et j'étais en échec devant un malade qui avait une polyarthrite rhumatoïde et qui ne répondait à aucun traitement. C'est-à-dire que ce garçon avait été rejeté du premier essai sur TNF-alpha parce que ça ne marchait pas, donc ils ont faussé les résultats en enlevant les malades qui ne répondaient pas. Il avait eu 3 articulations détruites par injection de produits radioactifs et il était en invalidité à 34 ans. Et je reçois un coup de fil, il me dit « Docteur », j'ai dit « J'ai tes résultats, ils sont bons, vitesse de sédimentation première heure 10, donc tout à fait normal, le B.A.B.A. » Il me dit « Non, non, docteur, je suis mal, je ne peux pas descendre, vous pouvez faire passer à la maison, je sais que vous ne faites pas de visite, mais je vous le demande, je suis très mal. » Lundi matin, je monte à l'heure du repas, je dis « Oh, qu'est-ce qu'il a fait ?» Il était enflé comme un bibendum, il ne pouvait plus bouger, il me dit « Ça allait bien depuis 2 ans. » Ça fait 2 ans que Seignolier lui avait donné son régime sans laitage et sans gluten, et qu'on avait mis en place un traitement intestinal. Et il me dit comme ça allait bien, j'étais voir les copains et on a mangé une pizza aux 4 fromages. Point. Je sors une seringue, je sors un tube, je fais un prélèvement, je descends au labo, je dis vous m'appelez quand vous avez le résultat. Elle me téléphone, elle me dit mais c'est pas possible, vendredi il avait 10, aujourd'hui il a 188. Il m'a fallu 1 mois et demi pour pouvoir sortir du pieu. Et ce jour-là, j'ai dit Seignalé a raison. Donc j'ai appelé Seignalé, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc par la suite, j'ai collaboré avec lui, c'est-à-dire que Seignalé, qui avait été mon prof d'hématologie à la faculté de Montpellier,
est venu parce que je lui ai expliqué ce qu'il n'expliquait pas dans ses livres, c'est-à-dire à quoi correspondait, où se passait l'encrassement dont il parlait si bien, qui était une des raisons pour laquelle il avait écrit son livre. Donc je lui ai expliqué, c'est pour ça qu'il a mis mon nom dans son livre, et puis on est devenus amis. On est devenus amis parce que c'était un homme d'une culture et d'un humour, quand on le connaissait, qui était une véritable bibliothèque vivante. Hélas, il est mort en 2003 ou en 2004, je ne me rappelle plus. Il a fait un cancer du pancréas. En 6 semaines, il a été enlevé. Donc j'ai su qu'il était mort. Je n'ai pas eu le temps d'arriver à l'enterrement. J'étais à 1000 km, mais je l'ai regretté parce que c'était un homme de bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont bien actuellement grâce à lui. Alors il faut continuer. Téléphone coupé, s'il vous plaît. Sinon, je mets un mauvais point. Alors, qu'est-ce que c'est la muqueuse intestinale? C'est le plus grand organe d'échange de l'organisme, c'est-à-dire que ce sont 45 microns d'épaisseur sur la surface d'un terrain de football. Comment on obtient ça sur un aussi petit volume? En augmentant de façon fractale les motifs qui permettent d'augmenter la surface d'échange. Donc, vous voyez ici la bordure en brosse. Donc, tout, en fait, reproduit ce type de motif qui permet d'augmenter la surface d'échange. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est dans le tube digestif, c'est encore l'extérieur. C'est pas nous. L'intérieur de notre tube digestif, c'est un tuyau autour duquel nous nous sommes enroulés pour le contrôler. Et dedans, il y a des choses très intéressantes. D'abord, il faut qu'on contrôle ce qui va rentrer, ce qui fait que, à côté des cellules intestinales qui vont filtrer ce qui va rentrer, on a des globules blancs, des lymphocytes. 80% des cellules du système immunitaire sont dans la paroi intestinale. 80%. Donc, vous commencez à comprendre qu'elles sont là pour nous défendre des infections, mais que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça devient un facteur de déclenchement d'allergie, de réaction auto-immune pour une intolérance. Donc, la densité au niveau des bactéries, c'est quelque chose d'absolument fantastique avec une diversité qui est très propre. Ça marche plus. Ça a dû être déchargé. Avec une diversité qui est absolument étonnante. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre organisme. Aujourd'hui, on dit oui, quand on va étudier votre génome, on va dire quel type de maladie. Ça, c'est de la foutaise. Parce que le génome, tout seul, ne fonctionne pas s'il n'est pas activé par l'environnement. Mais surtout, le potentiel génique d'un individu, c'est ce qu'il a dans ses chromosomes, plus ce qu'il y a dans les chromosomes des bactéries qu'on héberge. C'est-à-dire que c'est ça notre fiche d'identité. L'intestin est soumis depuis... J'ai pris l'exemple des antibiotiques pour que vous compreniez un petit peu les dégâts qui sont en train de se passer. L'intestin est soumis depuis la généralisation de la prise d'antibiotiques, qui veut dire étymologiquement contre la vie, à des agressions répétées. La banalisation d'une prescription souvent non justifiée modifie le microbiote intestinal. Et ça va plus loin que ça, c'est que vous avez des antibiotiques cachés. Alors j'ai découvert avec horreur que la glace qu'on utilise pour les poissonniers, elles sont pleines d'antibiotiques parce que même si le poisson est passé, il garde l'œil frais. Vous n'avez pas l'impression d'acheter un cadavre, vous achetez un poisson frais alors qu'il a peut-être 3 semaines. Ah ouais. Mais écoutez, mesdames, c'est pas pour ça qu'ils vous mettent des antibiotiques dans les yeux pour avoir l'œil brillant. Hein. Alors, l'étude de la flore dominante entre 2 populations d'enfants européens, on a pris 2 groupes d'enfants qui sont voisins, puisque la Suède est en face de l'Estonie. Mais l'Estonie vit encore avec beaucoup de retard par rapport au niveau européen, bien qu'elle ait progressé, parce qu'ils étaient dans le bloc soviétique et donc ils n'étaient pas dans les mêmes conditions. Les petits Suédois ont une flore qui ont reçu plus d'antibiotiques, ont une forte de putréfaction,
et ils mangent beaucoup plus de protéines, alors que les petits Estoniens ont une flore de fermentation parce qu'ils ils mangent moins de protéines carnées et ils n'ont pas eu autant d'antibiotiques. Donc ils ont une flore qui est plus à même de réagir et avoir une bonne santé. Puisque pour avoir une bonne flore, il faut avoir une flore à prédominance de lactique, pas de putréfaction. Depuis les travaux du docteur Jean Seignalé, on sait que la prolifération de certaines bactéries de putréfaction permet, suivant les groupes HLA, c'est-à-dire les groupes que nous avons tous, qui sont notre carte d'identité pour les greffes en particulier. En fonction de ça, on a des maladies qui s'expriment. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un exemple qui est celui de la thyroïde. On a quand même une augmentation très nette depuis qu'il y a eu Tchernobyl, bien que la haute autorité de santé a dit que ce n'était pas vrai. Mais quand vous prenez l'opinion des échographistes, on a une augmentation des problèmes d'hypothyroïdie qui sont liés à une dysfonction. Il faut bien comprendre qu'on a tous dans l'intestin une bactérie qui s'appelle Yersinia enterolytica, qui est la cousine du bacille de la peste. Et quand elle arrive à travers une muqueuse qui est fragile ou qui est perforée, on parle d'intestin perforé, au contact des globules blancs que vous avez qui sont là derrière pour monter la garde, elles vont sécréter, ces globules blancs vont sécréter des anticorps. Et ces anticorps, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, la thyroïde, chez certaines personnes en particulier, beaucoup de femmes, ont le même motif comme une clé qui ouvre une serrure. Donc, le trou de la serrure a la même caractéristique dans la thyroïde que pour la bactérie. Donc, on attaque la thyroïde et on a une thyroïdite. On a le Hashimoto qui est là. Et si on ne nettoie pas les intestins, on n'arrive pas à arrêter le processus. Et comment elle agit, la prise d'antibiotiques? Elle agit à deux niveaux, sur le contenant et sur le contenu. Puisque ce sont deux entités qui fonctionnent ensemble, mais il faut qu'on arrive à ajouter ça. La paroi intestinale est soumise à une agression permanente par l'environnement. Les champs électromagnétiques de votre téléphone, du Wi-Fi de votre voisin, si vous n'en avez pas, de votre iPad, de votre etc. Et ça cuit le mucus qui protège la muqueuse. Le mucus, c'est exactement comme du blanc d'œuf. Et qu'est-ce qui se passe avec le blanc d'œuf quand on le chauffe? Il flocule et il perd sa propriété élastique de protection. Donc ça, j'avais présenté ces travaux à l'Université des neurosciences à Toulouse en 2014. Les aliments non digestibles qui agressent la muqueuse. Il suffit d'aller mettre votre nez un petit peu sur Internet et vous verrez qu'on est actuellement en train d'avaler des aliments préparés qui sont composés avec des choses qu'on ne sait pas digérer. Question que m'avait posée, signalée, à laquelle j'avais calé parce que je ne le savais pas à l'époque. Il me dit, Paya, pourquoi quand la France crevait de faim, que les paysans n'avaient plus rien à bouffer, ils ne mangeaient pas les pommes de terre qu'avaient ramenées le parmentier des Amériques? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Ils étaient malades quand ils les mangeaient, parce qu'il faut un siècle au contact d'un aliment pour que génétiquement nous fabriquions les enzymes qui permettent de les digérer. Donc ils n'allaient pas manger quelque chose avec lequel ils étaient malades. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est passé en 1960, sous l'influence des Américains après la guerre, à l'utilisation d'hybrides qui permettent plus d'avoir les graines, on est obligé de les racheter. Et surtout, ces hybrides sont passés de 7 à 21 ou 23 chromosomes. Donc, vous avez entre plus de 15 paires de chromosomes qui fabriquent des protéines qu'on ne sait pas digérer. Donc, c'est du poison. Les aliments transgéniques, ils modifient le microbiote. Maintenant, on le sait. On n'arrive pas à les digérer parce que les bactéries se modifient, elles ne sont pas capables de produire les enzymes qui les digèrent. Vous savez qu'on n'est pas capable de digérer la cellulose des fruits et légumes. Ce sont les bactéries qu'on a dans l'intestin qui digèrent ça. On est tout à fait dans la même situation, elles ne sont pas équipées pour digérer ça. Les produits chimiques absorbés par l'environnement, j'ai trouvé cette semaine un travail publié en trois étapes par une équipe
qui dit que le fameux glyphosate qu'on a refusé d'interdire crée une perméabilité intestinale et permet l'absorption de métaux lourds et de produits chimiques. C'est-à-dire que là, on a le complet, parce que du glyphosate, vous en avez dans l'eau du robinet, vous en avez sur tous les aliments, et si vous ne mangez pas bio, le conseil, vous faites tremper un quart d'heure avec de l'eau bicarbonatée vos fruits et légumes, et avant de les éplucher, vous prenez une brosse, vous savez, les brosses qu'on utilise en bloc chirurgical pour se brosser les ongles, vous allez vous frotter, vous enlevez tout ce que vous pouvez en faisant couler l'eau du robinet. Vous avez une chance d'enlever un peu les cochonneries qui sont là-dessus. Les aliments modification par sélection, les hybrides de nombreux aliments, on ne sait pas les digérer, et l'apparition d'additifs et de conservateurs. On a actuellement plus en plus de gens qui ne digèrent pas les tomates. Pourquoi? Il y a une superbe entreprise qui est une filiale de Monsanto à côté de Carpentras dans le Vaucluse. Ils ont une carte génique et vous rentrez, vous dites, écoutez, je voudrais des plants, qui est la peau de la tomate qui soit jaune, qui n'ait pas de graines, qui ait goût assis, qui croisse en temps de temps avec très peu d'eau, et ils vous font à la carte la tomate que vous voulez, qui est un truc que vous n'êtes pas capable de digérer. Donc, mangez des aliments frais, si possible, qui viennent d'un producteur bio. Et si vous ne pouvez pas contrôler ça, il faut avoir de l'huile de coude pour nettoyer avant de peler. Parce que si vous coupez, par exemple, une pomme, oui, j'enlève la peau. Votre pomme, en moyenne, les pommes non biologiques ont 50 produits chimiques sur la peau. Mais si vous coupez, vous le rentrez dans le fruit, vous l'avalez. Donc, la paroi intestinale devient perméable. Je vous ai mis là ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les joncions serrées qui les tiennent comme des agrafes, qui tiennent des éléments et qui font que c'est un filtre sélectif et pas une passoire, ça devient une passoire. Vous avez les toxines, les molécules de gluten non digérées, les bactéries, il y a tout qui va vers le milieu intérieur. Et à ce moment-là, vous avez le système de défense de l'organisme. C'est comme à l'époque de l'attaque du château fort, quand il y avait un trou, il y a tout qui passait par le trou pour détruire le château fort. C'est la même chose. Quand la muraille est percée, ça y est, il n'y a plus de défense. Et il n'y a qu'une seule muraille, il n'y en a pas trois comme à l'époque. L'absorption des antibiotiques, elle est modifiée. L'absorption des aliments, elle est perturbée parce qu'on a des fragments non digérés qui passent dans le milieu intérieur, on ne sait pas quoi en faire. Et l'absorption des médicaments, elle est modifiée. Puisqu'il y a des trous, il y a beaucoup plus de molécules qui rentrent. Et ceux qui, par exemple, prennent des anticoagulants ont des variations sur le taux de prothrombine qui sont inexplicables, mais uniquement explicables par l'effet qu'on ait un intestin perméable. Et ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans, le microbiote, lui aussi, il est modifié. Parce que déjà, au départ, on est tous inégaux. Le profil bactériologique dépend du type de naissance. Si vous êtes né par les voies naturelles, vous avez un microbiote qui est proche de votre mère, c'est-à-dire si elle n'est pas malade, à prédominance lactique. Si vous êtes né par césarienne, vous avez une flore de putréfaction. Et aujourd'hui, on a quelques maternités pilotes en France qui font des prélèvements vaginaux chez la mère juste après la naissance, qui re-ensemencent la bouche de l'enfant pour qu'il ait une flore de qualité. Et ils se sont aperçus, en suivant les enfants sur plusieurs années, que les enfants qui étaient nés par césarienne, qui avaient été réensemencés avec la flore du vagin de la mère, avaient moins d'infections et étaient moins allergiques. Mais ça, il faut le dire, il faut le faire savoir. Parce que c'est quelque chose de simple et on protège les enfants. Et le type d'alimentation aussi, au sein, on a une prédominance de la flore de fermentation. Et plus vous élevez un enfant au sein, moins il aura de problèmes en vieillissant. Et s'il est élevé avec un biberon, il a une flore de putréfaction. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ce qui veut dire que de temps en temps, il faut mettre un probiotique dans le biberon de l'enfant qui est alimenté au biberon uniquement. Moi, je n'ai pas de problème, j'ai pris le sein jusqu'à 4 ans, on me l'a enlevé pour entrer à l'école. Quand vous êtes adulte, le type d'alimentation est interfère. Donc les carnivores ont une flore de putréfaction. Les gens qui ont une alimentation où prédomine le cru ont une flore de fermentation. Je répète, attention transgénique dissimulée. Vous en avez dans tous les céréales, les produits Kellogg's et compagnie.
et on est en train de modifier l'ADN de votre microbiote et vous perdez votre identité, votre carte d'identité immunitaire. La prise médicamenteuse. Les antiacides amènent une prolifération de bactéries de putréfaction et de champignons et de levure. Alors l'industrie pharmaceutique a un coup de génie en Espagne. Elle appelait tous ces l'oméprazole, pantoprazole, loprazole, elle les appelait protecteurs gastriques. Et on a 60% de la population qui en prend. Je n'ai pas les chiffres en France, mais on n'est pas loin de 50%, parce que les protocoles sont pratiquement les mêmes. Et on s'aperçoit qu'on a un tas de gens qui ont des problèmes de santé parce que leur estomac n'est pas acide, et un estomac acide, ça sert à détruire les germes de ce que l'on avale, parce que ce n'est pas stérile, et ensuite, ça permet de digérer ce qui doit être digéré par l'acide. Et dès qu'on est en dessous de l'arrivée du canal biliaire, donc du sphincter d'Oddi, on a les sécrétions biliaires et les sécrétions du pancréas qui arrivent, ça devient très alcalin. Donc, on a une partie du travail de la digestion qui n'est pas fait. Et on a une prolifération de champignons et de levure. Alors, il faut faire un test pour savoir si ça marche bien. C'est pas difficile, vous prenez un demi-verre d'eau, vous mettez une cuillère à soupe à raser de bicarbonate dedans, vous remuez bien, vous avalez ça à jeun. Et puis vous avez votre montre à la main, vous regardez. Si vous faites un rho sonore explosif entre 1 minute et demie, c'est que le pH de votre estomac est suffisamment acide. J'ai revu un de mes patients à la Grande Motte qui n'était pas très bien il y a 2 ans, qui m'a retrouvé par Internet, puis on a mangé ensemble, il me dit j'ai des problèmes, tout ça. Et je lui dis, on fait le test. Et il me téléphone 8 minutes. Je dis, comment 8 minutes? J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que vous prenez? Ah, j'ai oublié de vous dire que je prenais de l'oméprazole. Le médecin m'a donné l'oméprazole parce que je prenais une aspirine pour protéger le cœur. Oula, j'ai dit, écoutez, vous foutez ça à la poubelle et vous allez voir. Il m'a dit, 3 jours après, j'ai plus rien. Donc, le test de bicarbonate, c'est facile, ça coûte rien, et ça permet de savoir si vous avez un pH gastrique qui est convenable. Alors, la stratégie, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comme vous avez bien compris qu'il faut agir sur le contenant et sur le contenu. Comment est-ce qu'on peut explorer la perméabilité intestinale? On fait avaler aux patients 2 types de sucre, un qui est un poids moléculaire très petit, l'autre qui est gros, et on doit trouver que celui qui a le poids moléculaire qui est petit dans les urines. Si on trouve le gros, c'est qu'il y a une perméabilité. J'aime pas trop le test, il faut un laboratoire spécialisé, c'est long à faire, alors qu'il est aussi simple de faire un prélèvement d'urine le matin et de faire la recherche de métabolites organiques urinaires. Vous avez actuellement 4 ou 5 laboratoires qui le font en France. Et on ne peut pas avoir, en analysant les selles, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans un intestin. Parce que chaque fois qu'une bactérie meurt, elle est mangée par celles qui sont en dessous. Donc, quand vous faites une analyse de selles, vous avez accès à 0,1% de la flore. Donc, c'est une photo qui est complètement faussée. Par contre, ça, c'est ce qu'on trouve dans les urines, c'est-à-dire ce qui a réussi à passer à travers l'intestin qui est passoire. Donc, il y a différents paramètres, mais donc, vous voyez ici, cette personne, elle a 2 paramètres qui sont des bactéries de putréfaction, et elle a l'indiquant, la perméabilité, elle n'est pas trop altérée. Par contre, il y a une contamination de champignons qui est très importante. Et donc, ça nécessite une prise en charge de ce que l'on appelle la dysbiose intestinale. La dysbiose, ce n'est pas au sens premier une infection. C'est un déséquilibre de la répartition des bactéries en fonction des étages. C'est-à-dire qu'on a, et c'est pour ça que j'ai mis le building, on a des habitants qui sont dans le côlon gauche qui remontent vers le côlon droit ou vers l'intestin grêle. Donc, ces travailleurs qui sont là vont prendre la place de ceux qui sont là sans savoir faire leur boulot. Et par contre, le système de surveillance qui est fait pour contrôler les cadres qui sont en haut, c'est pas contrôler les nettoyeurs. Donc ça marche plus. Il y a un conflit. Et ceux qui sont en bas ont plus faim que ceux qui sont en haut, ils mangent ce qui doit être mangé par les autres. Donc ça crée toute une perturbation de l'immunité
qui se retrouve en face de bactéries qu'elle ne connaît pas, parce que là aussi c'est très structuré, chaque étage fait quelque chose. C'est pas un gros truc où tout se mélange. Et donc, cette bactérie, quand les bactéries ou les champignons deviennent agressifs, on a une dysbiose. Cette dysbiose, elle peut être bactérienne, mycosique ou fongique, c'est-à-dire champignon ou mixte les deux. Et ça, on le voit grâce à ce type d'analyse. Là, on a une dysbiose qui est mixte. Dysbiose mixte, c'est 6 mois de traitement. Alors, la dysbiose est en relation directe avec un déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire qu'on a des conséquences qui sont graves, c'est-à-dire qu'on a des déficits qui apparaissent parce que le parasite se sert avant que vous puissiez en profiter. Donc si vous avez une dysbiose, ça ne sert à rien de prendre des vitamines ou autre chose, parce que vous êtes dans une situation où vous nourrissez le parasite et ce n'est pas vous qui en bénéficiez. Vous avez un changement de pH lié à la prise d'antiacides, à une exacerbation de la réponse immunitaire. Et ça, retenez-le bien, c'est la regrettée professeur Bastide, qui était une femme très intelligente et très brillante, qui m'a dit, écoute Marc, quand quelqu'un est en bonne santé, il a un conflit, il fait une réaction centrifuge. Il fait un eczéma, il fait une allergie, ça sort. Il a le nez qui coule, ça va. Tu files de la cortisone et tu coupes la manifestation, la pompe de la cortisone, ça rentre. Et peu à peu, tu développes une maladie auto-immune. C'est-à-dire que, au lieu que la soupape s'ouvre vers l'extérieur, elle s'ouvre vers l'intérieur et tu commences à détruire ton propre corps. Et quand il n'y a plus de réponse immunitaire, tu as le cancer qui apparaît. Donc, il faut savoir traiter à ce niveau-là avant d'arriver là ou là. Le déséquilibre il est en rapport avec la consommation de sucre, qui permet le développement de champignons, et avec la consommation d'alcool. Moi, j'ai eu 2 cas qui m'ont particulièrement marqué. J'ai traité une dysbiose à champignons chez un patient qui était alcoolique. Au bout de 3 semaines, il m'a dit, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, je n'ai plus envie de boire d'alcool. Ah, quelle relation, j'ai commencé à gratter, j'aime bien comprendre. Et là, j'ai appris que vous savez ce que c'est que le muguet, cette espèce d'enduit que les enfants peuvent avoir sur la langue. Donc, ça se développe comme ça dans l'intestin. Et donc, on a environ 12 types de sexualité chez les champignons. Ce qui fait entraîner le bonheur de mon prof de parasitologie, le professeur Rio à Montpellier, mais qui à l'époque ne nous avait pas du tout intéressé. Donc, il y a une sexualité qui n'est pas sexuée, c'est le cas de le dire. Donc, le champignon fait des filaments, et ces filaments vont passer à travers, vont perforer l'intestin, ils vont sécréter des neurotoxines qui remontent votre cerveau et vous changez complètement le comportement de l'autre. C'est quelque chose qui arrive avec les diabétiques et les obèses. J'ai des diabétiques obèses. Quand on les a nettoyés des champignons qu'ils avaient dans l'intestin, ils étaient plus diabétiques, ils étaient plus obèses. Donc on a une très grosse dépendance du sucre avec ces bestioles. Il faut comprendre aussi avec les travaux, l'effet Warburg, qui ont été vérifiés par le docteur Schwartz en cancérologie, que si vous mettez un régime sans sucre chez un cancéreux, la tumeur meurt parce qu'elle n'a plus rien à manger. C'est facile quand même à faire. Mais si vous avez des champignons, vous allez chercher du sucre. Et vous avez bien sûr cette perforation qui entraîne une altération de la perméabilité intestinale. Alors il faut réparer. Il faut permettre aux jonctions serrées de se reconstruire, c'est-à-dire cette espèce de clé qui tienne les pièces du Lego pour que ce soit complètement étanche, de se refaire. Et là, on a un produit qui est la L-glutamine, qui est l'aliment de l'entérocyte de la cellule intestinale. Pour le colonocyte, il faut amener de l'acide butyrique. Et l'acide butyrique, comment vous l'avez? Vous avez la solution en bas, les faillots et les pois chiches. Parce que plus vous avez de P, plus vous avez d'acide butyrique et plus mieux ça se porte. Donc, mangez des légumes secs. C'est une façon non seulement d'apporter les fibres, mais d'apporter ce qu'il faut pour que le côlon soit en bon état.
Et les bactéries de putréfaction se nourrissent aussi de cet acide butyrique et elles rentrent en compétition avec les cellules du côlon, dont c'est l'aliment privilégié. Alors la réaction, écoutez, vous l'avez là. C'est ça, c'est tellement banal que personne ne pense pas pourquoi ça pousse. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça poussait. Et mon hypothèse qui a été vérifiée avec des traitements sur des dizaines de malades en 30 ans, alors je n'ai pas publié, j'en ai rien affiché. Parce que je vais me faire tomber dessus en me disant que c'est pas possible alors que j'ai raison. Parce que si j'avais pas raison, j'aurais pas eu de résultat chez les patients qui n'ont plus eu de... Alors qu'on leur faisait des colonoscopies à répétition pour enlever des polypes, il n'y a plus eu de polypes une fois qu'on a traité la dysbiose. En fait, votre muqueuse colique crée une presqu'île qui se met au milieu pour pouvoir capter les aliments parce qu'elle n'en a pas assez. Alors bien sûr, il faut faire les colonons, il faut faire enlever les polypes, il faut se méfier, il faut faire les contrôles. Mais si vous coupez le mécanisme qui provoque de défense, en fait, de survie qui provoque le polype, vous n'avez plus de polypes. Et c'est supprimer ces bactéries qui sont très agressives et apporter à manger en quantité suffisante. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui mangent 2 fois des légumes secs dans la semaine dans la salle? Il n'y en a pas BZF, hein. Et même en été, une salade. Même en été, 2 fois par semaine, une salade de lentilles avec des tomates et du saumon, c'est très bon. On vous risquez de faire une crise d'arthrite après avec des microcristaux, mais c'est pas grave. Bien sûr, on a toutes les mucines, la protection intestinale qui est altérée par les champs magnétiques artificiels dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de sage, vous avez votre téléphone la nuit, vous débranchez le Wi-Fi, et si vous n'habitez pas la campagne, il y a la box du voisin derrière qui vous brûle la tête parce qu'elle est juste de l'autre côté du lit. J'ai un patient qui était équipé avec les CROF pour se protéger, et ça n'allait pas. Je suis allé chez lui pour voir ce qui se passait. On a tapé chez le voisin, et le mec, il avait toute l'installation d'ordinateur, de box contre sa tête de lit. Comment voulez-vous qu'il soit pas mal? Donc, là, se protéger avec des systèmes de protection comme celui-là, par exemple, qui a signé en rêve, c'est une décision individuelle. Alors, la paroi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter des enzymes. Et pourquoi apporter des enzymes? Pour protéger la paroi, parce que moi, j'ai pu assister à la colonoscopie d'une parente qui avait fait un régime sans résidus. À l'époque, on n'avait pas le Colopec. 3 semaines sans résidus pour avoir le côlon propre. 3 semaines sans manger de salade. On avait des fragments de côte de salade qui étaient collés, qui avaient ulcéré la muqueuse. Donc, c'est un des problèmes qui existent avec les gens qui se mettent au régime sans gluten, c'est qu'on a des fragments qui restent collés à la paroi qui sont éminemment toxiques et qui créent des lésions. Et la lésion, c'est fragilisation de la muqueuse, perméabilité. Alors, revendre des peptidases, etc. Moi, je préfère le Totum enzyme. C'est un produit que je contrôle depuis des années. On en parlera un peu plus tard. Vous avez 2 probiotiques, vous avez de l'algue de clamate pour favoriser la réparation de la muqueuse en fabriquant des cellules souches intestinales à partir des cellules souches de moelle osseuse. Et on a les fameuses enzymes où on en a 14, on n'en a pas une. À Paris, chez les enfants autistes, ils payaient l'équivalent de 120 € une boîte pour un mois d'enzymes qui venait du Canada, alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus complet. Ensuite, il faut traiter le contenant. Alors là, c'est un problème complexe. Soit on a une dysbiose bactérienne, mycosique ou mixte. Le seul antibiotique que j'utilise, c'est le métronidazole. En fait, on ne sait pas comment il marche. 40 ans après l'avoir utilisé, on ne sait toujours pas quel est le mode de fonction. C'est un antibiotique antiparasitaire qu'on utilise toujours en chirurgie abdominale. J'en donne 250 mg matin et soir pendant 10 jours. Et on règle les problèmes des résistances qu'on peut trouver. Ensuite, on attaque avec le Synerpeps, qui est d'extrait de pépins de pamplemousse, qui a une action antibactéricide, antifongique, et on met 10 gouttes par jour 6 semaines dans les dysbioses bactériennes. Les dysbioses fongiques, il faut faire attention, c'est très difficile, ça tient du grand art à traiter, parce que si vous donnez un produit contre les champignons, vous êtes à peu près sûr que 6 mois après, vous avez le même champignon résistant.
Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et j'ai complètement changé mon fusil d'épaule depuis. Et petite anecdote, j'ai 3 patients à qui on avait donné 3 traitements de trithérapie. C'est-à-dire qu'on donne 2 antibiotiques et un antiacide pour traiter l'hélicobacter pylori, le fameux hélicobacter pylori. Ça n'a pas fonctionné, donc il est déclaré résistant. J'ai traité la dysbiose et 3 semaines après, donc il y en a eu 3 mois de traitement, 3 semaines après on a refait le test, il est devenu négatif. Donc ce qui me fait dire que l'optique de cette bactérie qui serait responsable de l'ulcère et du cancer de l'estomac, c'est une fausse approche qui a été favorisée par un prix Nobel octroyé grâce à l'appui de l'industrie pharmaceutique pour le type qui a trouvé ça pour pouvoir vendre des médicaments. Pour moi, ce n'est que le témoin, c'est un commensal qui s'installe quand on a un déséquilibre au-dessous parce que le système immunitaire n'est pas capable de le prendre en charge. Voilà. Ensuite, il faut reconstituer la flore avec une prédominance des lactiques. Il faut toujours apporter des probiotiques associés à des prébiotiques. Alors bien sûr, vous avez la pub à la télé, etc. Oh, chez moi, un truc qui va bien. Vous avez l'ombilic qui fait un beau sourire. Il faut arrêter les conneries. Parce que vu l'acidité de l'estomac, quand vous avez avalé votre yaourt, quand il sort de l'intestin, il n'y a plus un probiotique, ils ont tous été flingués. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est encore une publicité mensongère. Et quand vous verrez, tester sur 20 personnes, jamais sur 33, parce que 33, ça permet de faire une évaluation statistique, 20 non. Donc, on donnait des levures. Pendant un certain moment, le produit qui était en la vedette, c'était l'ultra-levure en France. On sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner de levure parce que on a des risques de prolifération de mycoses. Et il ne faut pas donner des produits ayant peu de souches parce que ce sont des facteurs de déséquilibre. Aujourd'hui, j'ai participé à la définition de ce produit Senior Life. On a mis 16 souches en supprimant toutes les souches qui provoquaient des problèmes et qu'on trouve dans de nombreux produits qui sont même vendus en pharmacie. Et on a privilégié des souches qui sont actives. Par exemple, le Lactobacillus plantarum. Quelle n'a été ma surprise? C'est un produit que vous connaissez. C'est celui qui permet la fermentation de la choucroute. Donc, c'est une très bonne option que de prendre du jus de choucroute crue pour favoriser le réensemencement de l'intestin. Lactobacillus plantarum, je suis rentré dans PubMed, je suis rentré dans Google Scholar, j'ai commencé à colliger tout ce qui était publié. C'est le produit qui a le plus grand nombre de publications dans le monde. Les labos sont tous après pour tenter de modifier le génome et en faire un médicament. Il y avait, il y a 2 ans, 4680 publications sur cette bactérie en tant que probiotique. C'est vous dire si ça doit intéresser pour pouvoir mettre la main dessus. Pour l'instant, la bestiole refuse de se laisser embrigader et tout ce qui a été modifié n'a pas d'action. Donc, écoutez, on le prend à ce moment-là en tant que probiotique, on mange de la choucroute crue. Les Allemands, sous la marque Calais, vendent du jus de choucroute crue. C'est pas bon à prendre, mais c'est très efficace. Correction alimentaire et mesures hygiène. En cas de dysbiose de putréfaction, diminution de l'alimentation carnée, c'est sûr. En cas de dysbiose mucosicomique, suppression des sucres raffinés et de l'alcool. Vérification de l'état dentaire à la recherche des kystes. On a choisi cette photo parce que regardez le trou qu'il a ici et regardez le trou qu'il a ici. En fait, il y a 2 énormes kystes et chaque fois que ce monsieur ou cette dame avale son bol alimentaire, elle est en train de pourrir tout son microbiote. Elle avale une quantité de saloperie. Et ça, il faut y penser parce que toi, tu sais de qui je parle, chez qui les problèmes cardiaques ont disparu quand je lui ai fait soigner les dents. Quelqu'un que nous connaissons, qui a été opéré 2 fois en catastrophe, où on a remplacé des stents qui ne tenaient pas, les artères tout ça parce que l'inflammation provoquait ça, et l'inflammation venait d'abcès dentaires qui étaient là en silence et qui évoluaient. Donc il faut penser à se nettoyer à vérifier l'existence de kystes ou de granulomes dentaires ou de sinusite chronique. Il faut faire détartrer les dents. Il faut changer de brosse à dents. Aujourd'hui, en France,
il y a 2 brosses à dents achetées par an pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Or, pour être en bonne santé, il faut changer de brosse à dents tous les 3 mois. Donc il y a quand même un déficit. Et à mon avis, on pourrait pousser l'industrie de la brosse à dents pour créer des emplois. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu des trucs pires que ça chez les malades. Moi, avant que ça arrive à ce niveau, je les passe pour cirer le bord de mes semelles, de mes chaussures, parce que c'est très bien une brosse à dents pour faire ça. Vous avez le truc auquel vous ne pensez pas, et j'ai des surprises chez beaucoup de monde. Le filtre du lave-vaisselle, il y a beaucoup de gens qui ne le lavent pas. Et j'ai été chez quelqu'un qui faisait de la famille, qui faisait une sigmoïdite malgré la prise du traitement que j'avais conseillé. Sans l'arrêt, je dis un truc caché. On a démenti le filtre de lave-vaisselle. Il y avait une espèce de méduse noire qui pendait là-dedans. Et chaque fois qu'il lavait sa vaisselle, et bien hop, ça résistait au chaud et ça ensemençait tous les plats et tous les couverts qui sortaient de là-dedans. C'est dégueulasse, mais c'est réel. Alors ça se nettoie pas avec des produits. Ça se nettoie en faisant tremper, une fois qu'on a enlevé avec un jet d'eau, ça se nettoie en faisant tremper dans de l'eau bicarbonatée, on finit ensuite en le faisant tremper dans de l'eau avec du vinaigre blanc, presque pur. Aucun produit chimique, aucun risque, et on flingue tout. Chez les patients qui n'ont pas pris des prises d'antibiotiques et qui n'ont pas de gros problèmes, vous essayez le totum dont je vous ai parlé avec les enzymes, l'AFA et les probiotiques. C'est un truc à avoir dans la trousse de toilette en cas de voyage, car il permet de répondre très rapidement dans le cadre d'une intoxication alimentaire ou d'une tourista. Moi, j'en ai dans ma trousse de toilette. J'ai 3 filles, j'en ai une qui est intolérante au gluten, l'autre qui est intolérante au laitage. Elles ont toujours des sachets de totum quand elles mangent hors de la maison, qu'elles ne sont pas sûres strictement de ce qu'elles mangent. Elles prennent un sachet de totum avant le repas et elles en prennent un les 2 jours suivants pour pouvoir digérer ce qu'elles, théoriquement, elles risquent de ne pas pouvoir digérer et à ne pas avoir d'ennui. Donc c'est vraiment le couteau suisse de l'intestin, ce truc-là. Quand vous l'avez essayé, vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, on a des personnes très sensibles qui ont des douleurs abdominales ou qui peuvent avoir des diarrhées quand elles le prennent au départ. À ce moment-là, la solution, c'est de rajouter une cellule de Synerlage pour avoir d'autres souches de probiotiques. C'est un produit qui vient des États-Unis qu'on ne peut pas toucher quant à sa présentation, mais on peut modifier la composition nous-mêmes. Alors, un problème de microbiote, maintenant que je commence à avoir peur de ce que vous avez dans le ventre, on est en face de quoi? Avant tout, maladie neurologique et psychiatrique. Je ne vous ai pas mis les références parce que sinon on ne s'en sort pas. Elles sont à disposition au labo parce que j'ai fait plusieurs communications là-dessus. Maladie de Parkinson. On a créé un Parkinson en mettant des bactéries, de putréfaction dans des souris qui avaient des souris axéniques naissent avec un tube digestif sans bactéries. Donc on les a ensemencées avec de la pourriture et on leur a fait avaler des cochonneries tel le plomb qui provoque le Parkinson. Savez-vous comment on a arrêté la maladie? On a coupé le nerf pneumogastrique qui est le nerf qui relie l'intestin au cerveau. Paf, plus de Parkinson. Bizarre. Donc le Parkinson, ça commence dans l'intestin. L'Alzheimer, c'est la même chose. En fonction du type de bactéries que vous avez dans votre intestin, vous ferez plus facilement ou pas un Alzheimer. La sclérose latérale amyotrophique. On a trouvé certains types de bactéries très spéciales dans l'intestin et quand on arrive à corriger ça, cette maladie qui est absolument affreuse parce que les gens meurent en s'étouffant parce qu'on a les neurones moteurs qui se paralysent, ça s'arrête et même ça régresse. Sclérose en plaques. Moi, 50% des diagnostics de sclérose en plaques que je vois depuis 30 ans, ce ne sont pas des scléroses en plaques, ce sont des lésions cérébrales qui sont dues au gluten. Et quand on met en place un traitement un régime sans gluten, sans protéines de lait, parce qu'elles sont très ressemblantes, les protéines, pour attaquer. On a une récupération des lésions qui se voient à l'IRM au bout de 2 ans. J'ai plusieurs cas diagnostiqués, dont la fille d'une amie qui avait été suivie par un éminent neurologue de la Pitié-Salpêtrière qui avait été le conseiller médical de M. François Hollande à la présidence.
Donc avant d'être conseiller, il avait son service à la Pitié, il s'occupait de ses sclérose en plaques. Elle est arrivée avec son IRM, il regarde les radios, et il dit, mais madame, qui est le con qui vous a dit que vous aviez une sclérose en plaques? Elle dit, vous, monsieur le professeur. Il a attrapé, il a poussé, il a jeté hors du bureau, il a jeté les radios par terre, et il lui a claqué la porte au nez. Comme je dis, certains médecins, pour se suicider, devraient se mettre un coup de fusil au-dessus de la tête, au moins ils seraient sûrs de faire l'écho. Je crois qu'il faut être modeste. On ne sait pas ce qu'on fait, et souvent, on est juste un petit déclic qui permet aux malades de se prendre en charge. Et les dépressions, vous avez la référence, la lettre du psychiatre du 6 décembre 2016. Il y a 280 pages qui expliquent comment le changement de la flore intestinale, les problèmes d'intolérance alimentaire et de perméabilité intestinale sont en train de créer des dépressions. Donc quand tu as fini de lire ça, c'est exaltant, c'est-à-dire que chez quelqu'un qui me fait un problème grave sur le plan psychiatrique, eh ben, je commence à l'envoyer voir le gastro s'il y a des lésions. S'il n'y a pas de lésions, je corrige tous les problèmes que je trouve sur le plan intestinal et je remets d'aplomb. Ça m'est arrivé avec un patient qui était bipolaire. Ça tenait du gag. Il arrive au cabinet, les bras tordus dans le dos, par les filles, c'est la femme qui lui mettait des coups de pied aux fesses pour le faire avancer. Et il m'avait parlé de lui, ben voilà, mon mari est bipolaire, il se couche à 10h le soir ou à minuit, à 3h du matin, il est debout, il ouvre 2 baguettes de pain, dans laquelle il met une boîte de thon, une boîte de sardines, il mange les 2 baguettes, et il commence à bricoler. Il me dit, là, cette nuit passée, il a commencé à couper la tronçonneuse du bois pour la cheminée, et il y a le voisin qui est sorti, qui lui a mis une décharge avec du gros sel. On fait des analyses. Il était 20 fois au-dessus du seuil maximum dans les urines de marqueur du gluten. Et il commence à tourner à droite à gauche. Il voit un gastro qui dit, ce type que vous avez vu est fou, ces analyses, ça n'existe pas. Enfin bon, il y avait le tampon d'un laboratoire de Paris qui expliquait que c'était vraiment des analyses médicales. Bon, ça a duré 3 mois. Puis la femme en a eu marre, elle est partie. Et elle lui a dit, je reviens à la maison si tu me mets au régime. Le type, il s'est mis au régime. Premier jour, rien. Deuxième jour, il a dormi 36 heures. Ça n'a jamais été arrivé de sa vie. Deuxième jour sans gluten. Donc, le phénomène de dépendance a été 36 heures sans dormir. En dormant. Et au bout d'une semaine, il a dit, c'est pas possible que ce soit ça. Il a bouffé un morceau de baguette. Il a tout cassé, tous les meubles de la maison. Et la femme l'a pris par la peau du cul. Elle me l'a ramené en disant, tu vas t'excuser et dire merci au docteur. Mais on arrive à ça, à des phénomènes à cause de ce type d'intolérance, de types qui perdent complètement les pédales. Ben, on a les pathologies digestives, les Colobacter pylori, la maladie inflammatoire intestinale. Aujourd'hui, une des techniques qui est utilisée, c'est être donneur de sel. On fait une analyse de vos groupes HLA, on fait une analyse de ce que vous allez laisser en commission aux toilettes. Donc, une fois qu'on a analysé ça, si vous êtes considéré comme donneur potentiel, on prend vos selles et on les injecte dans le côlon d'un malade et on a un bon résultat. Encore faut-il arriver à trouver un service qui vous le fasse. Moi, avec la technique que je vous ai donnée, dont on va parler tout de suite après, on arrive à rééquilibrer des maladies intestinales. Le Crohn, j'en ai traité des dizaines. En particulier, je me rappelle la femme de mon cousin Jardin qui prenait de la cortisone en veux-tu en voilà, et quand elle était enceinte, elle ne pouvait plus prendre de la cortisone. Donc, elle s'est mise au régime sans laitage, sans gluten. Je lui ai donné tout ce que je vais vous montrer, et ben, il n'y a plus jamais eu de Crohn. Parce qu'on lui a dit, si tu continues, on te coupe l'intestin en petits morceaux. J'ai pris plusieurs personnes à qui on a enlevé des morceaux d'intestin grêle. Il faut voir que les lésions du Crohn sont des lésions qui ressemblent à un eczéma de la muqueuse. Et que le fait des cortisonner, on tombe dans le schéma que je vous ai donné, on coupe la réaction centrifuge et on rentre vers la maladie auto-immune. Donc, la rectocolite ulcéro-hémorragique répond moins bien au traitement diététique, mais elle répond bien au traitement que je vais vous donner. Mais moi, j'oblige les malades. Vous le faites ou je ne vous prends pas en charge. Je crois qu'il faut mettre... Quand on attaque avec un traitement nutritionnel sur une pathologie grave,
il faut mettre tous les atouts de son côté. Et les atouts de son côté, c'est l'accord plein et total du patient qui va jouer. Sinon, c'est pas la peine que le médecin s'engage et perde du temps. L'eczéma, c'est la pathologie magnifique centrifuge qui sort. Et automatiquement, vous mettez de la pommade dans la cortisone, etc. Hop, vous avez la cryptasme qui rentre. C'est le cas typique connu. Le diabète aussi, on en a parlé. Les diabétiques, quand vous rééquilibrez la flore intestinale et vous leur donnez du Synerboost et de l'AFA, on recommence à sécréter de l'insuline, même quand ils sont insulinés depuis 30 ans. C'est arrivé un copain qui est venu me ramener la boîte d'algues en me disant « je prends plus ça, ça me déséquilibre le diabète ». Je dis « est-ce que tu t'es posé des questions ? Combien tu prends d'insuline ?» Il me dit depuis des années, je suis stabilisé avec ça. Donc, si tu fais des hypoglycémiques, tu as recommencé à sécréter de l'insuline avec ton pancréas. Il me regarde, il me dit, tu es fou, je ne veux pas me fâcher avec toi, il est parti. Comme ça. Donc, j'ai développé un protocole à partir des 3 produits pour lesquels j'ai participé à l'élaboration. Le Totum, pour aider à la digestion de résidus qu'on ne savons pas digérer. Le Synertin, qui est le réparateur de la muqueuse. Et le Synerlife, qui permet de recoloniser votre flore avec des bonnes bactéries lactiques. Et bien sûr, le Synerboost et l'Alpha One, m'ont amené au groupe de travail il y a plusieurs mois, je crois que ça fait même 1 an et demi, la preuve que les seules souches de moelle osseuse que vous voyez notées CSMO, qui sont sécrétées grâce à l'algue de clamate et potentialisées par le Synerboost, ces cellules se transforment rapidement dans la journée en cellules de souche intestinale pour réparer la muqueuse. Il faut voir qu'une cellule intestinale, ça vit 5 à 6 jours. Donc, si on a des trous, on a un épuisement des cellules souches intestinales qui sont là pour réparer. Donc, le truc, c'est qu'on fait venir des cellules souches qui sont faites pluripotentes, qui sont capables de faire beaucoup de choses, et automatiquement, on les utilise pour les transformer. Elles vont se transformer en cellules intestinales pour réparer. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour ce problème où j'ai essayé de vous présenter une synthèse. C'est un problème de santé publique. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dessus. Aujourd'hui, on a des spécialistes qui sortent dans toutes les revues féminines, toutes les revues télé, toutes les revues masculines. Chacun y va de son petit couplet. Ils n'ont pas bien lu ce qui était sorti. Mais bon, c'est à la mode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si c'est à la mode, c'est qu'on a des résultats. Sinon, ils n'auraient pas pris le train en marche. Merci de votre écoute. Voilà, donc si vous avez des questions à poser au docteur Baya, le micro est disponible, n'hésitez pas. Vous vous levez, s'il vous plaît, que je vous vois et que vous présentez. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Monique. Bonsoir plutôt. Bonsoir, oui, bonsoir. Je m'appelle Monique Audion et voilà, donc juste une question. Que pensez-vous du jeûne? C'est une bonne optique. Le jeûne favorise la prolifération de bactéries de putréfaction, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui est intéressant quand on a des problèmes de non-digestibilité, qu'on n'a pas les produits sous la main, c'est de faire des jeûnes de 12 à 24 heures et de ne pas aller plus loin, mais c'est une façon d'amorcer un petit peu le renouveau de ce qui se passe dans l'intestin. Merci beaucoup. Bonjour Véronique, donc j'accompagne quelqu'un qui a la maladie de Parkinson depuis quelques années. Concrètement, quand on entend ce que vous nous dites, on a plutôt envie de trouver un praticien qui puisse nous accompagner localement. Qu'est-ce que vous nous conseillez parce qu'on ne va pas tous se précipiter pour demander une consultation avec vous, je pense que... Donc je suis à 1300 ou 400 km, c'est pas facile. Et voilà, c'est pas facile. Et vous avez dans la salle des prestataires, des partenaires de Synergie qui peuvent vous conseiller. Et moi, je peux faire le suivi à distance pour donner des conseils. D'accord. Et donc, déjà, le Parkinson, il y a une étude qui est sortie qui va vous étonner. Aux États-Unis, le plus grand groupe de patients qui ont eu le Parkinson, c'est des agents qui travaillent dans des bureaux à côté d'une photocopieuse. On a trouvé des quantités de plomb énormes dans leur cerveau. Donc, on a
on a toute une pathologie. On a un déséquilibre des apports en sucre. En fait, il faut savoir, vous avez un excellent bouquin qui a été écrit par le professeur Agide, qui explique que le cerveau se nourrit d'acide lactique et pas de sucre. Donc, en fait, on peut faire une diète cétosique. Et ça permet le renouvellement des cellules. Une diète cétosique. Cétosique, c'est-à-dire graisse et protéines, sans sucre. Et ça, là, on arrive à bloquer la mort neuronale. Avec ce que l'on a, c'est-à-dire le Synerboost et l'algue, on arrive à créer une neurogénèse, parce que ça, on l'a individualisé chez de nombreux patients avec beaucoup de pathologies lourdes. Et avec ce que je vous ai donné pour reconquérir le tube digestif, vous mettez en marche. En fait, vous êtes en train de boucher le trou qu'il y a dans la bouteille d'eau qui empêche qu'elle puisse rester pleine quand on la remplit. Et donc, par contre, il faut adapter avec des doses assez fortes. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller parce qu'elles ont vécu ça quand même d'assez près. Okay. Mais on est capable de freiner l'évolution de la maladie. Je crois que c'est... Et même quand elle n'est pas très avancée, de revenir en arrière, comme pour l'Alzheimer. Alors, pourquoi pas le faire? Tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Magloire. Je voulais vous demander comment apparaissent ces diverticules. Au niveau de l'intestin? Oui. C'est une fragilité de la paroi qui fait que les diverticules ressemblent un peu à ce qu'on avait comme les hernies sur les anciens pneus, puisqu'il n'y a plus de pneus maintenant. On a des pneumatiques qui n'ont plus de chambre à air. Dans les chambres à air qu'on avait avant, ça ressemble à ça. Alors le problème, c'est que les diverticules ont collé et que souvent le collet se referme et qu'automatiquement on se retrouve parfois avec des risques d'abcès qui apparaissent. Mais il faut augmenter la pression à l'intérieur de tubes digestifs en mangeant beaucoup de fibres et en prenant des probiotiques pour que ces diverticules se ferment. Et on a un produit qui est le Synertonus qui permet de fabriquer du collagène de réparation et qui permet justement d'aider à réparer ça. Moi, j'ai beaucoup de patients qui avaient des diverticules et qui n'ont plus eu de problème après 6 mois, 1 an de traitement. D'accord. Merci. Mais c'est très fréquent après 50 ans. Hein. D'accord. Oui, je voulais vous poser une question pour les personnes qui... J'ai 2 amis qui ont eu une coloscopie récemment. Et ni pour l'une ni pour l'autre, on leur a conseillé après justement de réensemencer le microbiote. Et ma question, est-ce que le microbiote part, je ne sais pas moi, à 80% ou qu'est-ce qui se passe quand on fait un grand nettoyage comme ça? Quand on fait un nettoyage pour le côlon, on se retrouve avec une recolonisation avec ce qui est dans l'intestin grêle. Et en fonction des conditions dans lesquelles ça se fait, on a une type de flore. De putréfaction ou de fermentation. À ce moment-là, je crois qu'il faut commencer avant la coloscopie à prendre des probiotiques, des bacilles lactiles pour pouvoir favoriser une colonisation avec surtout du côlon droit et transverse, puisque le gauche ce sont essentiellement des bactéries gram négatifs de putréfaction, mais au moins que la partie qui doit être de fermentation soit conservée et qu'on n'ait pas n'importe quoi qui se passe. Alors j'en ai une qui avait une ulcération, en fait on lui a mis un clip. Une des 2 amies. Et bon, on lui a donné aucun traitement, ni avant, ni après, ni pendant. Ça n'intéresse pas les gastro encore. Pardon? Ça n'intéresse pas les gastro encore. Non, mais par contre, ça intéresse les malades. Oui. Je vous ai donné les solutions, donc vous savez. Donc il faut ensemencer. Ça se fait naturellement s'il n'y a pas de problème, par le biais de l'intestin grêle, mais vous préconisez quand même un traitement si vous chargez avant. Si vous chargez en bactéries lactiques, vous avez plus de chances que ça se fasse dans le bon sens. Oui. Parce qu'il y en a une qui a subi 3 examens comme ça, un pour l'estomac, un pour l'intestin grêle et un pour... Enfin, je vous le donne dans le désordre parce qu'en fait, c'était pas dans cet ordre-là, et un 3e donc il faut pour les intestins. D'accord. Et même avant. Sur le plan immunitaire, c'est très important. Oui. Et sur le plan de la non-fragilisation du tube digestif aussi.
Merci. Donc, dans la formule qu'on vous a montrée, j'ai pas dit qu'il y avait quand même un prébiotique naturel qui est de l'inuline de chicorée, qui ne crée pas de problème d'inflammation comme certains prébiotiques qui sont encore préconisés actuellement. Il y a une publicité aussi pour ceux qui veulent maigrir, et là on conseille une seule souche, je vous dirai plus le nom, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté, et soi-disant que les personnes arrivent à maigrir sans Au prix d'un déséquilibre. sans changer de régime particulier. Au prix d'un déséquilibre, c'est c'est ça. toujours la même chose. Prenez du calcium pour potentiellement, alors que c'est pas vrai, durcir vos os, Oui. et vous avez le magnésium C'est qui est bien bien cassant. absorbé, vous faites votre dépression, votre crise d'anxiété, etc. On ne peut pas apporter sélectivement quelque chose, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Mm. Ça marche pour les idiots qui sont pas capables de réfléchir pour prescrire. Merci. Bonsoir, Marie-Thérèse. Pour quelqu'un qui a des plaques d'athérome sur les carotides, On arrive un peu après la bataille. Les plaques d'athérome sur les carotides, vous savez que la plaque d'athérome, ça démarre avec une inflammation qui peut être liée aussi bien à la graisse abdominale qu'aux infections sur les racines dentaires ou les sinus. Vous avez des plaquettes qui vont se coller là-dessus, favorisées par l'usage du tabac, et ensuite le cholestérol arrive pour finir le ciment. C'est difficile à nettoyer. Moi, j'utilise des oméga 3 type huile de périlla et l'algue de clamate, où on a un apport quand même de 115 nutriments qui sont utiles pour essayer de mettre un système de drainage en marche. Mais bon, tout dépend de l'importance. Vous savez, c'est très important. Moi, il y a 45 ans, j'ai assisté à la première intervention sur les carotides à Montpellier. C'était assez spectaculaire. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait banal. On met un tuyau en bas, on ouvre la carotide, et hop, on enlève comme si on vidait un tuyau d'eau qui a du calcaire, et puis ça y est, c'est reparti. Mais tout dépend de l'importance. Et les mesures hygiéno-diététiques dont je viens de vous parler, ça permet de stabiliser et de faire régresser certaines plaques. d'accord. Et une deuxième question. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'arthrose. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Mais ça sort un peu de ce cadre. Aujourd'hui, je parle d'intestin, l'arthrose. C'est un monde qu'il faut envisager avec des problèmes de croissance de cartilage, avec des problèmes d'anoxie de cartilage à cause de mauvais appui. Ça serait digne que je fasse un film là-dessus avec ce que je sais aujourd'hui. Mais on sort du cadre de la conférence, je suis désolé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis à perdre la vue et si vous voulez, j'ai donc un problème de nerf optique qui se détruit, mais en plus j'ai des soucis intestinaux. Et dans ce que vous avez dit, est-ce qu'il y aurait une relation avec ce qui a pu m'arriver? Vous avez une DMA là? Non, j'ai un glaucome évolutif sévère. Oui, le glaucome, c'est quand même une maladie particulière. D'accord. C'est un glaucome hyperchromatique, génétique ou pas? Je pense, parce que dans ma famille, il y avait des gens qui avaient le glaucome, mais comme ils sont décédés jeunes, malheureusement, moi j'étais petite fille, donc je ne sais pas. Moi, je connais bien le problème parce que mon beau-père a un glaucome familial. Donc, mes filles, ma femme sont suivies. Et aujourd'hui, mon beau-père, on l'a quand même amélioré quant à la destruction de la rétine en lui faisant prendre du Cinerboost et de l'algue de clamate. Et aujourd'hui, avec ces produits, on a des gens qui ont eu une DMLA, qui est une lésion de rétine aussi, qui est apparentée. Et je rajoute des oméga 3 type huile de périlla, pas huile de poisson, parce qu'il faut de l'acide alpha-lénolénique pour cicatriser les nerfs optiques et la rétine. Par contre, les problèmes intestinaux, je vous ai donné le protocole, il faut le faire en même temps. Il est certain que j'ai vu beaucoup de gens, maintenant que vous me le dites, et parfois on ne fait pas la relation. J'ai eu beaucoup de gens qui avaient des diverticulites et qui avaient des glaucomes. D'accord. Parce que en plus, on vient de me trouver dernièrement
que les glandes de mes paupières, qui s'appellent les glandes mébonus, Oui. étaient bouchées. Alors, ce qui crée une absence de larmes. Plus on me donne de gouttes, si vous voulez, pour hydrater mes yeux, là aujourd'hui, je suis dans le blanc total en l'espace d'une semaine, quoi. Alors bon, ben moi, je fais confiance à tout ce que je peux. Ben, vous pouvez utiliser un produit naturel qui marche bien. C'est le spray de Quinton. Il y a un spray qui est fait spécial. Le spray, j'ai pas compris, docteur. Le spray de Quinton. Il y a un spray de Quinton qui est fait spécialement pour les yeux. Mais déjà, si vous prenez du Quinton isotonique en spray qui est vendu pour le nez, pas n'importe quelle eau de mer, parce que la plupart des eaux de mer vendues en spray sont... on enlève le sodium chimiquement, tandis que là, c'est vraiment une dilution qui est équivalente à celle du plasma de Quinton qui était connu il y a fort longtemps et qui aujourd'hui est en train de revenir. Vous pouvez vous pulvériser avec ces aérosols qui sont faits pour le nez et vous aurez un soulagement. Parce qu'il est bien évident que tout a un retentissement sur mon état général. Ah bah, c'est évident. Au niveau de cœur, eh ben, je fais de l'arythmie, je prends de la flécaïne qui est aussi... Là, la flécaïne, vous pouvez bien... je connais le problème aussi parce que j'ai eu quelqu'un qui a fait des arythmies qui ont provoqué 3 arrêts cardiaques. C'était ma femme, heureusement que j'étais à côté. Et elle a arrêté la flécaïne en prenant de coenzyme Q10 et de la L-acétylcarnitine. J'ai pas compris, docteur, parce que j'ai un petit souci. L-acétylcarnitine et coenzyme Q10 à forte dose. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus d'arythmie. D'accord, parce qu'en fin de compte, tout ça, ça m'empoisonne et je suis pas pour les médicaments. Ben écoutez, là, c'est pas être pour les médicaments, c'est trouver une solution qui vienne appuyer les médicaments pour vous en preniez le moins possible sans payer le prix des effets secondaires, je crois que c'est ça. Bah oui, parce que j'ai trop d'effets secondaires. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu. Et puis Volontiers. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a plus de questions? Vous avez été clair? Ben, j'espère que j'ai été clair. J'ai eu beaucoup de silence. Soit j'ai été brillant et vous avez tous compris, soit j'ai été mauvais, vous n'avez rien compris. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Donc, moi, j'essaie de perdre du poids, des 20 kilos que j'ai pris ces 20 dernières années. Et donc, en fait, j'ai tout pris, là. J'ai pris du Signafin. Donc, je voudrais savoir sur combien de temps. Ça fait 3 mois. C'est minimum 6 mois. Minimum 6 mois, ok. Et bien sûr, l'exclusion de sucre avant toute chose. Mais l'exclusion de sucre, un foie qui fonctionne. La meilleure façon de faire un test du foie, c'est le test de Bacchès. Bacchès était un brillant médecin qui exerçait comme un ergologue et gastro à Oran, qui est mort à 84-85 ans il y a quelques années. Il avait repris un vieux test des années 30. Tout simplement, on fait avaler à une personne d'âge moyenne 1,5 litre d'eau à jeun le matin. Il faut rester 3 heures au repos. Et vous allez mesurer la quantité d'urine qui est émise toutes les demi-heures. Vous mesurez, vous jetez. Donc, théoriquement, avec 1,5 litre, une personne qui a un foie normal, à un moment, va uriner 500 ml ou plus. Mais si vous n'atteignez pas cette valeur et que vous êtes en dessous, ce que vous urinez au maximum, c'est 100 ml, vous allez vous rentrer dans une insuffisance hépatique. C'est ce qu'on appelle le stade pré-rénal de l'insuffisance rénale. Le stade pré-rénal de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire que c'est votre foie qui ne va pas et vos reins sont en train de souffrir. Donc ce que je veux dire, c'est relativement facile de savoir comment va un foie uniquement avec une bouteille d'eau, un chronomètre et un verre gradué. Et souvent, quand on n'arrive pas à maigrir, je conseille de faire un ionogramme sur les urines de 24 heures, ça coûte quelques euros. On prend la valeur du sodium, on la divise par la valeur du potassium, et si c'est inférieur à 1,5, c'est qu'on a des problèmes, il manque du sel pour que l'on puisse éliminer l'eau qu'il y a dans le corps. C'est simple et on a des résultats. Voilà, une autre question. Mais il y a une personne qui voudra faire son témoignage. Donc, dernière question, et après on passera sur un témoignage. Donc oui, ça m'évoque une autre question. Là, j'ai lu un article sur la stéatose.
Et je voulais savoir s'il y avait un examen simple pour savoir si les gens ont un foie gras ou pas. Puisque... Ça se fait à l'échographie. Vous savez, Ah oui. avec l'épreuve de Bacchès que vous trouvez très facilement, moi je l'ai mise en ligne. L'épreuve de Bacchès, c'est pas difficile. On sait qu'un foie commence à avoir des perturbations au niveau des prises de sang quand il ne reste que 20% de la capacité fonctionnelle. Et aujourd'hui, on sait que la stéatose, ça n'est pas dû à un problème de graisse, c'est dû à un mauvais métabolisme du sucre. Donc, Mais il devient gras par conséquence, non? Ben oui, mais c'est lié à une résistance à l'insuline. Donc ce qu'il faut faire, c'est contrôle d'hémoglobine glyquée pour voir comment était le niveau de sucre dans les 3 mois précédents et surtout une insulinémie à jeun. Et quand on est de diabète de type 2 sans insuline? Ben justement, c'est eux qui ont le foie gras avant les autres. Ah oui. Donc c'est la manifestation d'un mauvais équilibre. Mais si on prend des substituts de sucre, je pense que... c'est pire. Bah ouais, oui, mais j'arrive pas à le convaincre. En fait, je vous conseille d'aller voir le régime de Delabosse qui s'appelle le régime de chrononutrition, qui répartit les aliments différemment. Le sucre, ça se prend au goûter, pas autrement. Jamais de sucre le matin parce que sinon on fait des pics d'insuline. Il y a 5 pics d'insuline physiologiques et il ne faut pas mettre du sucre avant ces pics parce que sinon on va et on mange même les assiettes après. C'est le cas des gens qui prennent un petit café sucré avec un truc avant de partir bosser et 3 heures après ils peuvent plus bosser, ils sont en hypoglycémie, il faut qu'ils aillent reprendre du café, du sucre et manger quelque chose de sucré. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux. La seule façon, c'est de changer l'heure à laquelle on fait rentrer le sucre. Le sucre, ça se rentre entre 5 et 6 heures d'après-midi pour le goûter. Entendu. Ce qui a comme conséquence que vous mangez moins le soir et vous stockez moins de graisse. Oui, il mange presque pas le soir. Par contre, il se gave de produits laitiers, de fromage blanc. Ça, c'est une erreur puisque c'est plein de sucre. Et en plus, ça crée une inflammation qui aggrave le problème. Le lait égale l'inflammation. Est-ce qu'on a vu des girafes téter du lait de vache? Non. Ben, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Du lait de chèvre? Bon, merci pour vos questions. On va avoir un témoignage. Je voulais juste vous poser la question, docteur, si le sérum que vous me donnez pour vaporiser mes yeux, j'ai des brûlures en permanence dans mes yeux et des douleurs, si ça pourrait un peu les atténuer. Je pense. Oui. Puisque moi, je m'en sers pour tous les gens qui portent des lentilles, qui ont les yeux irrités. D'accord. Parce que j'ai des brûlures en permanence. Ça, vous prenez Quinton spray nasal, donc l'isotonique, c'est distribué en France par ACB Pharma, et votre pharmacien peut vous l'avoir sans problème. D'accord. Merci beaucoup. Donc on va arrêter pour les questions. Donc Noémie qui veut nous faire donc son témoignage suite à des conseils du docteur Paya. Donc bien. Ouais. Allez, viens devant. Allez. J'ai été obligée en plus. Je suis conseiller, mais je ne savais pas qu'elle était au Donc témoignage, bon moi j'ai eu 2 choses importantes. Je suis atteinte de rectocolique hémorragique depuis que j'ai 12 ans. Donc j'ai suivi le protocole sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre. Donc j'ai eu du mal à suivre au début. J'étais un peu réticente, j'ai menti, j'ai dit que j'en mangeais plus, j'en mangeais encore. J'étais encore malade et puis j'ai tout arrêté et puis j'ai suivi donc le Totum, le Sinersten et plein d'autres choses des laboratoires et j'ai plus rien, je prends plus du tout de Rowaza. Donc Rowaza, ceux qui connaissent, c'est le médicament qui est destiné aux gens qui ont la RCH, donc Rowaza, Patasa. Et je prenais aussi tout ce qui est lavement de corticoïdes, donc j'en prends plus non plus du tout. Et donc ça fait 10 ans, peut-être maintenant, même plus, 10-12 ans que je mange sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre ou avec du sucre de coco. Enfin, j'alterne avec des choses pour remplacer. Et donc il y a quelques années, parce que j'ai de la chance, j'ai eu une hépatite, un truc assez costaud, une hépatite chronique. Et donc il y a une personne qui est présente dans la salle
qui a demandé du coup au docteur Paya, qui lui a donné le protocole et qui lui a dit dans 6 mois, j'ai plus rien, j'ai même plus l'antigène présent, comme quoi j'ai eu cette hépatite. J'ai suivi le protocole pendant 6 mois et après j'ai fait le test. Je suis allée au laboratoire sans prescription médicale. J'ai fait un test comme ça et plus rien. Donc mon gastro-entérologue m'a appelé parce que j'avais fait suivre les résultats sans savoir si ça avait marché. Donc le gastro-entérologue m'appelle et il m'a dit je comprends pas pourquoi vous avez fait l'analyse. Je dis bah c'était comme ça, c'était au hasard. J'ai pas voulu lui dire pourquoi. Il m'a dit bon bah venez à la clinique. Donc clinique Jules Verne à Nantes pour info. Et donc rendez-vous avec lui, il m'a fait une batterie complète parce qu'il m'a dit bon vous avez fait un truc un peu basique avec le minimum, j'ai tout fait. Et là il m'a dit bah je comprends rien, je comprends pas les résultats et donc je lui ai dit bon bah j'ai suivi ça pendant 6 mois et bon, il a rigolé, il a dit que c'était pas possible, c'est le hasard, j'ai eu du bol. Bon bah voilà pour voilà exactement. Bon bah voilà si ça peut servir à des personnes, en tout cas ça a fonctionné pour moi. Voilà, merci beaucoup, merci Dr Paya. Merci. Merci au docteur Paya pour cette magnifique conférence. Donc, si vous souhaitez avoir de l'information complémentaire, les personnes qui ont été invitées, si vous êtes là ce soir, vous êtes par quelqu'un qui est mandaté par Synergie Health pour parler des travaux de l'équipe de recherche. Donc, vous retournez vers cette personne si vous avez des questions. Comme je dis, c'est pas la peine d'appeler directement le bureau, c'est pas leur rôle. Il y a des personnes qui sont formées pour ça. Et on était donc cet après-midi en formation avec le docteur Paya qui nous transmet son savoir pour mieux vous informer. Voilà, moi je tenais à vous remercier. Merci aux partenaires présents et merci à tous.